Est-ce que pour avoir des bonnes photos, il faut obligatoirement avoir un objectif cher ou est-ce que des objectifs pas chers peuvent suffire? Info ou intox, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Je te rassure, on va pas faire des calculs de savants. Je vais bien sûr aussi te rapporter ça à ma discipline qui est la photo d'animaux domestiques, qui est le sujet dont on parle sur cette chaîne, mais évidemment, ça va comprendre aussi d'autres disciplines. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que certains objectifs coûtent si cher, plusieurs milliers d'euros, quand d'autres coûtent quelques centaines d'euros? Est-ce que c'est un abus complet des marques? Est-ce qu'il y a une justification technique, visuelle sur nos images d'avoir un objectif à plusieurs milliers d'euros? Est-ce que c'est vraiment une nécessité? On parlera autant d'un point de vue amateur que d'un point de vue pro. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner le maximum d'arguments pour que tu comprennes un peu les différences entre ces différents objectifs, que tu saches te positionner. Le but, c'est pas juste de dire c'est trop cher ou c'est pas assez cher ou voilà l'objectif qu'il te faut. L'idée, c'est que tu ressortes de là avec toutes les billes pour comprendre. Pour comprendre pourquoi certains objectifs coûtent si cher, il faut s'intéresser un peu aux technologies, aux matériaux qu'il y a à l'intérieur. Dans un objectif, il existe plusieurs lentilles à l'intérieur. Ces verres, ils peuvent être plus ou moins spéciaux, justement en fonction de la gamme de l'objectif. Plus tu vas monter en gamme, plus le verre il est poli d'une façon à être la plus transparente possible et minimiser les déformations optiques. En gros, minimiser soit la réfraction, soit la déformation de la lumière qui vient taper dessus. Tu vas voir aussi sur certains objectifs qui coûtent très cher des traitements anti-reflets multicouches sur les verres. C'est un traitement qui permet entre autres d'éviter les aberrations chromatiques par exemple, donc c'est ces petits liserés verts magenta que tu peux avoir des fois sur tes photos. Le fait que ces verres soient particulièrement polis et traités, ça permet aussi d'avoir une image qui est plus nette, plus piquée et plus contrastée. Mais forcément, ces traitements, ils ont un coût et ça explique aussi le coût ensuite de l'objectif. Si je te prends l'exemple de cet objectif, alors certes, c'est un petit bijou de technologie, c'est-à-dire que là, tout est travaillé pour que la lumière, elle se passe parfaitement, qu'il récupère le maximum de détails, mais forcément, ça a un coût. Là où sur celui-ci, qui est beaucoup moins cher, tu as beaucoup moins de traitement dessus, ça va générer du coup une moins bonne netteté sur tes photos, ça va induire aussi que tu vas avoir des aberrations chromatiques dans certaines conditions. Promis, je te montre aussi sur le terrain la différence entre les deux. Deuxième critère, c'est l'homogénéité et les capacités en pleine ouverture d'un objectif. Un objectif va ouvrir son diaphragme plus ou moins grand en fonction du type d'objectif que tu as. Plus tu vas monter en gamme, plus même à pleine ouverture, tu auras une bonne qualité de photo. Là où avec un objectif comme celui-ci, qui est vraiment pas cher, quand tu vas être à la pleine ouverture, ici f1.8, tu vas perdre un peu en qualité, tu vas perdre aussi en homogénéité, c'est-à-dire que les bords de ta photo peuvent perdre aussi en qualité. Donc c'est des objectifs qui font faire des très bonnes images, mais souvent on va plutôt fermer un petit peu le diaphragme si on veut éviter certaines mauvaises surprises. Si je reprends notre cas en animalier domestique par exemple, tu veux photographier un chien et t'as pas beaucoup de lumière, tu vas vouloir exploiter la pleine ouverture de ton objectif pour éviter de monter tes ISO et de générer du bruit numérique sur tes photos, eh bien tu auras une bien meilleure qualité de photo si tu as un objectif un peu plus cher que celui-ci, surtout si tu vas la regarder de près ou vraiment l'agrandir beaucoup. On a déjà parlé un petit peu d'ouverture, mais on en arrive à un autre critère, c'est à combien ouvre l'objectif. Plus le diaphragme de l'objectif va ouvrir grand, plus tu vas faire rentrer de lumière et donc plus tu seras à l'aise même si tu as peu de lumière. Et donc ça aussi, ça a un coût. Pour te donner une idée, entre un objectif qui ouvre à 1.8 et un objectif qui ouvre à 3.5, on fait rentrer 4 fois plus de lumière. Et si on compare un objectif f1.8 à une ouverture 5.6, qui est des fois l'ouverture max d'un télézoom, on est à 8 fois plus de lumière. Donc tu vas largement gagner en qualité de photo en réglant correctement ton appareil photo si tu fais rentrer plus de lumière avec un objectif qui ouvre grand. Deux avantages à avoir ce genre d'objectif plus lumineux. De 1, si t'as pas beaucoup de lumière, ça te permet de faire des photos potables sans trop avoir de bruit sur tes photos. De 2, dans notre cas par exemple en animalier, mais c'est le cas aussi en sportif, on va travailler avec des vitesses assez élevées. Donc on va très vite monter les ISO. Et pour limiter ça, quand on travaille avec des hautes vitesses, on aime bien ouvrir grand aussi. Et troisième point, c'est aussi pour avoir ce fameux joli bokeh sur nos portraits, ce joli flou d'arrière-plan. Alors là, je mets quand même des warnings, il n'y a pas que l'ouverture du diaphragme qui joue sur ce bokeh et ce flou d'arrière-plan. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui ne dépendent pas de l'objectif, notamment la distance de mise au point que tu as. Mais c'est vrai que souvent, les photographes qui font du portrait aiment bien se tourner vers ce genre d'ouverture parce que ça permet aussi ce bel effet d'arrière-plan. Mais là encore, si tu veux un objectif qui ouvre à f1.4 ou
f1.2, voire même f1.0, oui, je crois que ça existe, et ben c'est complexe comme technologie et ça a un prix. Maintenant, il faut parler aussi durabilité de l'objectif. Les objectifs sont plus ou moins étanches et durables dans le temps. Bon, globalement, tous les objectifs sont quand même plutôt durables dans le temps d'un point de vue technologique, mais tu peux avoir des petites poussières ou un peu d'eau qui s'infiltre un peu partout là-dedans et qui va un peu le faire vieillir prématurément. Et ça, bah forcément, c'est un peu plus travaillé sur ce type d'objectif que sur ce type d'objectif. Ici, on a des joints d'étanchéité, on dit que l'objectif est tropicalisé, donc je peux aller faire des photos sous la pluie, avec du sable, bon, bien sûr, dans une quantité raisonnable, on est d'accord, faire attention à son matériel, mais globalement, il résistera beaucoup mieux aux aléas météorologiques que lui. Normalement aussi, les matériaux de construction sont meilleurs sur des objectifs haut de gamme. On va plus être sur du métal en fait, plutôt que du plastique. Donc forcément, pour les gens qui travaillent en extérieur, qui n'ont pas la maîtrise de la météo le jour du shooting, bah c'est vrai que ça vaut le coup des fois de se poser la question de l'étanchéité de l'objectif. Enfin, dernier critère aussi que je me suis noté sur qu'est-ce qui explique la différence de prix de ces objectifs, c'est l'autofocus. Forcément, si tu veux un autofocus ultra rapide et silencieux, bah, ça va être une technologie beaucoup plus chère que si tu as un moteur d'autofocus basique qui prend un peu son temps pour faire sa mise au point et qui peut être un peu plus bruyant. Chez Sony, par exemple, il y a les XD Linear Motor qui sont des technologies avancées d'autofocus et qui forcément coûtent un peu plus cher. Chez Canon, par exemple, ici, on a un autofocus USM. Donc les USM, c'est vraiment hyper réactif, c'est vraiment fait pour la photo et notamment le sport. Là où ici, on a un STM, c'est un autofocus beaucoup plus fluide, apprécié en vidéo, un petit peu moins en photo, surtout sur des sujets qui bougent parce que c'est un peu moumou. Et donc bah ça forcément aussi, ça se paye. Bon, maintenant qu'on a dit ça, tu vas te dire, ah bah c'est évident qu'il faut mettre plusieurs milliers d'euros dans un objectif. Alors, oui et non. Donc, est-ce qu'il faut toujours un objectif cher pour faire de bonnes photos? Mon premier point que je vais aborder ici, c'est que déjà avant de parler matériel, avant de parler que ce soit objectif, appareil photo, ça ne remplacera jamais ton œil et tes compétences. Tu peux me donner 10 000 euros de matériel, je peux te créer une vraie bouse si j'ai envie, et tu peux me donner quelques centaines d'euros de matériel et je peux te sortir des très très bonnes photos aussi. Mais mieux encore, je te le montre en images. Tu as peut-être déjà vu ces images parce que je te parle régulièrement du fait que le matériel, on s'en fout un petit peu. Je vais un peu nuancer dans cette vidéo, mais tu vois ici à l'écran, voilà une photo prise au 50 mm. Donc le fameux objectif pas cher, recommandé quand on débute et que moi-même je te recommande très souvent dans mes vidéos. Et voici une photo prise avec un 70-200 RF qui est un objectif à plusieurs milliers d'euros. Je te mets les deux l'un à côté de l'autre, tu vois que la différence elle n'est pas flagrante. Évidemment que si on zoome vraiment dans la photo, on va voir une différence sur le vraiment, est-ce qu'on peut compter les poils ou pas, tu vois, mais c'est pas une énorme différence non plus, tu vois. Surtout si tu as un usage, voilà, on va dire classique de tes photos, c'est-à-dire que ça reste sur des téléphones, sur des écrans d'ordinateur, à la limite tu fais quelques tirages, de maximum 50 par 75, ça passe. Et clairement, un objectif comme celui-là qui coûte moins de 200 euros, donc là c'est un 50 mm 1.8, tu peux faire des excellentes photos avec ça. Avec toutes les limites qu'on a vues avant, c'est-à-dire qu'un objectif comme celui-ci, tu vas avoir un autofocus un petit peu mou des fois, donc si tu veux faire des photos de sport, c'est peut-être un peu compliqué avec celui-là, ça se fait, mais tu auras plus de loupés en termes de focus. Il faut être conscient aussi que si tu as une lumière en pleine face, si tu veux faire des contre-jours, tu auras beaucoup d'aberrations chromatiques avec cet objectif parce que les verres sont pas non plus ultra travaillés pour ce prix-là. Mais là, je te fais défiler quelques photos prises au 50 mm, tu vois que ça fait des très bonnes photos. Et pour ceux qui font du studio, c'est une pépite. À partir du moment où tu fermes un peu le diaphragme sur cet objectif, il te fait des merveilles. Le tout est de l'utiliser avec ses avantages et d'éviter d'atténuer ses inconvénients. Bien sûr, comme je te l'ai dit, il a des défauts. Si je te montre par exemple cette photo qui est prise au 50 mm, si on zoome vraiment dessus, en plus là on est vraiment dans les conditions dans lesquelles il n'est pas très bon, c'est-à-dire que là on est sur un contre-jour, on est en pleine ouverture, donc on manque de netteté et en plus, si on regarde bien la photo, on a des grosses aberrations chromatiques. Donc là, c'est les limites de ce genre d'objectif. Quand est-ce qu'il faut investir dans des objectifs comme celui-ci qui coûtent plusieurs milliers d'euros? Je pense le premier point,
c'est si tu es professionnel. Alors, ça veut pas dire que quand on est professionnel, on a besoin d'avoir plusieurs milliers d'euros d'objectifs. C'est pas du tout mon propos. Je pense qu'on peut très bien démarrer sa carrière avec des objectifs beaucoup moins chers, mais pour avoir le moins de contraintes possible en termes de luminosité et aussi en termes de qualité. Si on veut faire des beaux contre-jours, pas avoir trop d'aberrations chromatiques, récupérer un max de netteté pour faire des plus jolies qualités de photos. Je pense que là, la question se pose vraiment d'investir dans ce genre de matériel, sachant qu'en tant que professionnel, le but c'est de le rentabiliser. Donc après, il faut faire on va dire des calculs de rentabilité. Ne te lance pas tout de suite avec 10 000 euros de matériel si tu n'as pas cet argent et que tu sais pas si tu vas le rentabiliser. Tu peux commencer avec moins de ça, mais ça vaut le coup de se poser la question pour, on va dire, avoir le moins de contraintes possible. Deuxième situation pour moi, c'est si tu es régulièrement amené à faire des photos quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Si tu sais que tu fais tout le temps des photos, par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais des photos équestres, tu es dans des manèges tout pourris où il n'y a pas de lumière, il y a vraiment quasiment aucune lumière qui passe dans ce manège, et en plus tu vas faire des photos de chevaux en mouvement, donc avec des vitesses quand même relativement élevées, et bien là, oui, ça vaut le coup d'avoir des objectifs très lumineux qui vont coûter assez cher, et en plus avec des bons autofocus parce que tu vas avoir des sujets en mouvement. Et j'irai même plus loin dans ce cas précis, même je partirai aussi sur un bon boîtier qui te propose une bonne montée en ISO, c'est-à-dire qu'il te générera un peu moins de bruit quand tu vas monter les ISO que si tu pars sur un appareil, on va dire, entrée de gamme. Troisième critère pour moi, et je viens de le dire, c'est si tu fais du sportif. À partir du moment où tu travailles avec des choses qui bougent vite, il va falloir utiliser des vitesses rapides. Et donc pour garder un maximum de qualité de photo, il va te falloir un bon autofocus, c'est mieux parce que tu auras moins de loupés, moins de photos à jeter à la poubelle. Et aussi, tu pourras plus facilement garder des hautes vitesses sans trop monter tes ISO si jamais t'es pas dans des super conditions lumineuses. Et en plus, souvent dans des cas de reportage sportif, c'est souvent en extérieur, tu maîtrises pas la météo, tu es dans des conditions, on va dire, pas simples, et ça vaut le coup aussi de monter un peu le budget pour avoir des objectifs qui tiennent le choc en cas de petite pluie, en cas de sable qui vole, etc. C'est quand même con de mettre plusieurs centaines d'euros dans un objectif qui va te lâcher assez rapidement si tu travailles dans ces conditions-là. Peut-être que là, il faut attendre un petit peu, mettre un peu de côté et partir sur des objectifs qui vont beaucoup plus tenir. Je vois un quatrième argument quand même un petit peu en faveur de ces objectifs chers, c'est pour la revente. Faut pas se leurrer, contrairement au boîtier, le boîtier, tu sais que c'est de l'argent perdu quoi qu'il arrive, il y a peu de chances que tu le revendes correctement. Par contre, c'est pas le cas des objectifs. Les objectifs, ils vivent très longtemps, ça se revend très bien, et forcément, un objectif haut de gamme, voire très haut de gamme, va beaucoup plus facilement se revendre qu'un objectif lambda. Mine de rien, les objectifs perdent assez peu en valeur sur le marché de l'occasion, contrairement au boîtier, ou contrairement si on compare à une voiture, vous t'achètes une voiture neuve, l'année d'après elle vaut plus rien, c'est pas le cas des objectifs. Bon, conclusion, info ou intox? Un peu les deux en fait. Oui, un bon objectif qui coûte cher, factuellement, technologiquement, va te rendre une qualité d'image un peu meilleure, et surtout, au-delà de la qualité d'image, parce qu'encore une fois, la qualité d'image n'est pas si flagrante que ça va surtout te rendre plus de possibilités dans certaines conditions précises. On l'a vu quand tu travailles avec des hautes vitesses ou quand tu as des situations lumineuses plus difficiles. Et bien sûr, il y a la question de la durabilité si tu travailles dans des conditions pas simples en extérieur. Mais encore une fois, ça te fait beaucoup de choses. Je te l'ai montré en image, la différence entre ces deux objectifs-là, elle n'est pas du tout si flagrante que ça. Si tu shootes pour ton plaisir de partager tes photos aux réseaux sociaux, de faire des petites impressions, même grandes, franchement, avec ça, t'as déjà de quoi faire. Et j'ai pas parlé du studio aussi, mais en studio, je pense que c'est complètement superflu d'avoir un objectif très cher. Parce qu'on va travailler plutôt à des grandes ouvertures, parce qu'en plus on maîtrise complètement notre environnement, donc la durabilité, bon, normalement t'es pas trop confronté aux intempéries quand t'es en studio. L'autofocus, il y a moins besoin d'être réactif en général en studio. Ça n'a rien à voir avec un concours d'agility par exemple. Donc là pour moi c'est pas nécessaire. Et d'ailleurs quand je me suis mise en studio, j'étais extrêmement agréablement surprise des qualités de certains objectifs que j'utilisais plus, que j'ai testé avec un diaphragme un peu fermé, avec une lumière que je gérais, j'étais bluffée de la qualité des photos. Autant avec lui qu'avec celui qui me filme là, qui est mon bon vieux 15-85 mm. Donc regarde vraiment par rapport à toi tes contraintes. Alors je sais que en faisant cette vidéo, il y aura une partie de vous qui va dire « Ah mais oui, mais moi de temps en temps quand même mon chien il court vite, donc il me faut un bon autofocus ».
On se calme, c'est pas parce que tu fais quelques photos de ton chien qui court que tu peux pas le faire avec ça. J'ai pris plein de fois mon chien qui court avec ça et ça se passe très bien. Si maintenant tu vas tous les dimanches photographier des courses de lévrier, là oui, ça peut se poser la question. Bon, t'as compris l'idée de cette vidéo, le but c'est pas de dire c'est trop cher ou c'est trop cheap, bah ça dépend de ton usage en fait. Il y a des usages où c'est complètement justifié de partir sur un objectif comme celui-ci, de casser sa tirelire, et de la même façon que c'est tout à fait légitime aussi d'utiliser ce genre d'objectif qui coûte pas grand chose et que certains vont dire il est complètement naze, faut pas l'acheter. Moi j'ai jamais constaté qu'il était complètement naze les amis, et encore aujourd'hui je fais des prestations payantes où des fois je sors mon bon vieux 50 mm, ça m'arrive, dans des conditions où je sais qu'il va faire son job correctement. Ça, c'est tes compétences de photographe et on revient à ce que je disais dans cette vidéo. De toute façon, quoi que tu décides, ton matériel, ça va être 10% du résultat, le reste, c'est toi. C'est comment tu cadres, comment tu composes, comment tu règles ton appareil photo, comment tu comprends ce que tu as dans les mains et comment tu observes ton environnement. Bon allez, dis-moi toi, t'es plutôt team trop cher ou team trop cheap? Dis-le-moi en commentaire. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner, activer la petite cloche, ça soutient vraiment la chaîne. Si tu t'intéresses à la photo de chats, chiens et chevaux, bah c'est tout le sujet de cette chaîne, donc je sors des vidéos quasiment toutes les semaines. Et si tu veux encore plus de contenu, je suis très active sur Instagram, @lapatte-sur-l'objectif, où tu peux me suivre également. Je réponds volontiers à tes DM aussi si tu veux. Tu trouveras d'ailleurs dans mon Linktree, que ce soit en description ou sur mon Instagram, plusieurs formations que je t'offre en fonction de ton niveau. J'ai le guide du débutant si tu débutes complètement. Là, si je t'ai parlé chinois avec les ouvertures, etc., ben va sur le guide du débutant, c'est dans mon Linktree. Si t'es un peu plus avancé, il y a une masterclass aussi qui est offerte, qui t'explique les erreurs, les 5 erreurs communes que tu peux faire et qui vont vraiment ruiner tes photos d'animaux. Là aussi, tu as le lien en description ou sur mon Instagram. Et puis nous, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao!